Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à celles et ceux qui sont dans la salle, bonsoir à celles et ceux qui sont connectés. Au nom des Verts Ville de Genève, je vous souhaite la bienvenue, au nom du groupe de travail économie et du groupe de travail énergie également, avec qui on co-organise cet événement. Alors voilà, ce soir on va discuter rénovation énergétique des bâtiments, ça tombe en plein dans l'actualité puisque le Grand Conseil vient de voter un crédit d'1 milliard sur cette question-là, et pas plus tard que la semaine prochaine, je me permets d'en parler, demain soir en l'occurrence, le conseil municipal va aborder un crédit de 56 millions pour rénover 9 bâtiments en ville de Genève. Donc voilà, aujourd'hui ces crédits, quelles incidences ils ont sur l'emploi, sur l'économie, sur les loyers. On a sélectionné ce soir un panel de spécialistes et on se réjouit. Donc je vais les introduire brièvement et passer directement ensuite la parole aux responsables des groupes de travail, puis ensuite à Madame Pasteur qui va modérer cette discussion. Donc je commence par les deux responsables des groupes de travail, en l'occurrence Umberto Bandiera et Katerina Dimitrova. Bonsoir. Ensuite, on a dans l'ordre Monsieur Ruffner, donc secrétaire général de la Fédération des métiers du bâtiment. Bonsoir Monsieur Ruffner. Monsieur Guirazi, directeur de la transition énergétique des services industriels genevois. Bonsoir. Et nos deux candidats au Conseil d'État, candidat sortant, Monsieur Antonio Hodgers, magistrat en charge du territoire, et Madame Fabienne Fischer qui devrait arriver d'ici peu. Et enfin, Madame Christiane Pasteur, journaliste au Courrier, qui fera office de modératrice ce soir avec des questions très intéressantes, j'en suis persuadé. Voilà. Sans plus attendre, donc je passe la parole à nos deux responsables du groupe de travail. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je prends la parole rapidement au début de cette session pour vous dire quelques mots sur le programme des Verts et puis sur ce qui a été mis dans notre programme et ce qui a été réalisé par nos conseillers d'État sortants. Donc, je m'exprime ici en tant que co-responsable du GT Économie, mais aussi au nom du GT Énergie, qui est l'autre initiateur de ce débat. Donc, nous sommes ravis de vous avoir réunis aujourd'hui autour de cette table ronde des acteurs et des représentants d'organisations clés pour notre canton, organisations patronales, syndicalistes. On a aussi nos conseillers d'État, vraiment des acteurs clés pour la transition énergétique et écologique dans notre canton. Donc chacun de ces acteurs aura une contribution spécifique dans ce processus, mais je pense bien que nous toutes et tous regardons dans la même direction, qui est une transition écologique, énergétique, qui soit socialement juste. Alors, il faut dire que dans le plan de climat, les objectifs qu'on a posés sont assez ambitieux. Donc, je vais en citer quelques-uns. Rénover 1000 bâtiments par an, réduire la consommation d'énergie des bâtiments de 40% d'ici 2030, améliorer la performance énergétique des bâtiments publics et privés, promouvoir l'utilisation de matériaux durables et renouvelables dans les travaux de rénovation. Et pour atteindre ces objectifs, pour accélérer la transition énergétique, il faut une mobilisation d'importantes et diverses ressources. Premièrement, des investissements. Le milliard voté vendredi, c'est un premier grand pas en avant. Il faut aussi une main-d'œuvre qualifiée. Les prochaines années seront décisives pour orienter l'emploi vers des métiers liés à la durabilité et la transition énergétique. Il faut aussi des entreprises de construction et des fournisseurs qui ont les compétences spécialisées dans plusieurs domaines tels que l'isolation des bâtiments, la ventilation, le chauffage, la production d'énergie renouvelable. Ce sont de grands défis. Et si nous voulons aller de l'avant dans ces directions, les actions sont plus qu'urgentes. Très rapidement, pour les Verts et les Verts, la rénovation énergétique est un thème bien sûr central. C'est une mesure qui permettra de réduire les émissions de CO2, bien sûr, mais en ce qui concerne l'économie, la rénovation énergétique peut et doit stimuler l'économie locale en créant des opportunités pour les entreprises genevoises. La rénovation énergétique peut enfin avoir un impact direct sur l'emploi local en créant des emplois durables et non délocalisables. Et là, le rôle des partenaires sociaux est clé. Donc, nous sommes ravis que vous êtes ce soir ici, dans cette table ronde.
Et des tables très concrètes et des mesures très concrètes ont été mises en place sous la houlette des ministres et Verts au Conseil d'État. Par exemple, sur l'initiative du département du territoire, l'indice de dépenses de chaleur a été abaissé et donc et s'applique désormais à tout le parc immobilier, y compris aux maisons individuelles. Antonio vous en dira plus. Deuxième mesure très importante qui a été mise en place, depuis l'automne dernier, l'autorisation de construire n'est plus obligatoire pour la pose d'installations solaires dans les zones protégées. Sous la houlette de la conseillère d'État verte, Madame Fabienne Fischer, une très importante avancée a été réalisée concernant les conditions d'emploi et le travail dans le secteur du bâtiment. Et ça a été réalisé aussi grâce à la collaboration avec les partenaires sociaux. Il s'agit donc du durcissement de la législation sur les contrôles en matière de travail en noir sur les chantiers. Donc, dorénavant, on pourra sanctionner les entreprises qui en cas de dumping salarial ou de travail en noir. La task force employabilité a pris aussi de l'importance depuis la prise en charge du département de l'économie et de l'emploi par la ministre verte pour permettre notamment une meilleure intégration de la main-d'œuvre locale au marché du travail et favoriser le dialogue social. Et enfin, dans le programme des Verts, plusieurs mesures ont été posées pour la transition énergétique et économique que nos futurs élus tâcheront de mettre en place pendant la prochaine législature. Parmi ces mesures, la réalisation du potentiel photovoltaïque du canton, le développement des filières de formations utiles pour le secteur de l'énergie renouvelable et la facilitation et surtout la valorisation des formations et les apprentissages dans le domaine de la construction. Enfin, depuis l'automne dernier, il y a un groupe spécifique qui s'est créé pour travailler spécifiquement sur les questions de la sobriété énergétique. On a ici son responsable, Cédric Jeanneret. Alors, et puis, donc pour terminer, j'aimerais bien conclure par dire quelques mots sur l'importance du processus tripartite. Nos objectifs ne peuvent pas être réalisés qu'à travers le travail et les actions concertées des partenaires sociaux. Nos priorités ne peuvent pas être atteintes que grâce au dialogue social et les efforts conjoints de l'État, des syndicats et des organisations patronales. Le succès du projet de rénovation énergétique dépend grandement de l'implication des partenaires sociaux, tant dans la définition des politiques en cette matière que dans leur mise en place. Vous voilà donc aujourd'hui réunis pour cette table ronde. Nous espérons vous voir bientôt sur la table des négociations. Merci et bon débat. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je me tourne tout de suite vers vous, Nicolas Ruffner. Donc, comme dit précédemment, vous êtes le secrétaire général de la FMB, la Fédération genevoise des métiers du bâtiment. Dans le contexte actuel, avec les gros crédits qui ont été votés, ce qui vient d'être rappelé, qui vont être des masses d'argent qui vont être injectées pour rénover le bâti public, quelles sont les opportunités pour les entreprises de construction locale et comment faire en sorte pour qu'elles remportent des marchés qu'ils ne profitent pas finalement qu'aux grandes entreprises mondialisées du secteur? Vaste programme. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir de venir débattre ici. J'ai mis une cravate pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, que je suis bien le représentant du patronat et des entreprises. Oui, justement, j'ai trouvé que tu étais très corporate ce soir. Je t'ai connu dans d'autres cadres, habillé différemment. Et puis, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on sera peut-être un peu dur dans le débat parce qu'on est affreusement mal assis et peut-être c'est une technique pour nous maintenir réveillés ou maintenir en forme. Mais on est tous très, très mal à l'aise et c'est plus lié à la position que l'on a que la thématique qui nous occupe aujourd'hui.
Ces traits d'humour mis à part, je suis effectivement très content de pouvoir venir débattre avec vous de toutes ces questions, d'autant plus que la Fédération des métiers du bâtiment représente l'essentiel des entreprises qui seront appelées à mettre en œuvre la transition énergétique dans l'assainissement énergétique des bâtiments. La fédération, c'est 18 associations professionnelles qui regroupent à peu près 1400 entreprises, c'est 12 000 travailleurs et travailleuses, ça fait à peu près une personne sur... non, c'est pas vrai, c'est une entreprise qui a au maximum 10 travailleurs, c'est à peu près la moyenne que l'on a. On a des plus grosses entreprises, mais on a beaucoup de très très petits acteurs. C'est important par rapport à ce que disait la question que posait Madame Pasteur tout à l'heure, quant à savoir quelle capacité ces entreprises auront de décrocher les marchés. J'y reviendrai par la suite. Aussi vous dire que ces entreprises, ces 1400 entreprises, elles forment à peu près 1 millier d'apprentis. Donc on est le plus gros secteur formateur du canton dans une approche vraiment homogène de la définition d'un secteur économique. Et donc on est très attaché à cette politique de formation et à l'importance de maintenir ensuite ces emplois dans les entreprises et à des conditions qui soient acceptables. Et j'y reviendrai également tout à l'heure. Et puis la dernière chose que je voulais dire en préambule, c'était de souligner que l'ensemble des entreprises sont tenues par des conventions collectives de travail qui offrent des conditions de travail absolument exemplaires. Et quand je dis ceci, généralement, je le dis dans des cadres médiatiques notamment, et quand je dis ce qu'on gagne dans le bâtiment, les journalistes ont comme réaction de me dire « Ah ben, on s'est en fait trompé de métier ». Je pense que c'est d'autant plus important de le dire que c'est des salaires qui sont absolument mérités, c'est des conditions de travail absolument méritées, qui tiennent compte de la pénibilité, qui tiennent compte de la difficulté des métiers que c'est, de la qualification nécessaire pour pouvoir faire ces métiers. Mais ça permet aussi de tordre le cou à certains stéréotypes. Dans la construction, une personne qualifiée, il y a un maçon qualifié qui à 19 ans terminerait un CFC, il touche 6 000 francs par mois, indemnité journalière comprise. Donc c'est pour vous dire que c'est des rémunérations qui sont quand même pas aussi miséreuses que l'image que certains peuvent en avoir. Et ça m'a l'air d'être important à rappeler. Ça m'a l'air d'être important à rappeler aussi parce que quand à l'autre bout, les collectivités publiques ou les privés doivent payer des prestations et acquérir des prestations auprès de ces entreprises, il faut tenir compte de ces éléments. Ceci étant dit, la transition énergétique. Alors effectivement, les entreprises n'ont pas attendu que le politique se saisisse de ceci pour venir avec toutes sortes de solutions innovatrices et toutes sortes de solutions qui vont de l'utilisation de matériaux plus vertueux jusqu'à l'assainissement énergétique. Le niveau technique des entreprises aujourd'hui permet de procéder à un certain nombre de travaux. Et puis la formation continue, la formation qui vient se rajouter à la formation de base, elle est perpétuelle dans nos métiers pour s'assurer que la main-d'œuvre puisse continuer à accomplir les prestations pour lesquelles les entreprises, les employeurs de ces travailleurs sont mandatés. La difficulté que l'on a, elle est liée à la capacité de l'économie locale et du système scolaire d'amener des jeunes à s'intéresser à ces métiers. Et puis, elle est liée à la capacité du secteur économique de conserver les jeunes formés dans ces métiers. Vous parliez tout à l'heure du crédit d'1 milliard qui a été voté, qui est une somme qui paraît monstrueuse, gigantesque, en même temps ramenée sur les 14 ans que dure le programme, sauf erreur, c'est 70 millions par année à peu près, dans une industrie de la construction qui a un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards, et avec une collectivité, l'État en l'occurrence, qui investit en tout cas 10 fois plus par année. Donc, remis à cette échelle, on voit que les montants sont moins importants qu'ils n'y paraissent, mais ça reste une manne considérable. Par contre, le projet de loi prévoit aussi que 28 postes sont créés à l'État pour s'occuper de l'assainissement énergétique des bâtiments qui appartiennent à l'État. Et en tant que tel, on peut se demander s'il n'y avait pas déjà des gens à l'État qui s'occupaient de ces bâtiments ou s'ils étaient laissés à l'abandon. Et puis on peut se poser la question de savoir qui va pouvoir occuper ces 28 postes. Et c'est très probablement des gens qui auront été formés par l'économie privée à grands frais, avec difficulté, vu le peu d'attrait que certaines professions ont. Et là, il y a des déséquilibres qui se créent qui sont assez importants. Ça me permet quand même une petite pique, parce qu'il en faut aussi dans un débat, vis-à-vis de mon voisin de droite, pour dire que, de droite évidemment que c'est géographique, vous aurez bien compris, pour dire que tout à l'heure dans l'introduction vous parliez notamment des efforts de Mme Fischer en matière d'employabilité, vous parliez du tripartisme, du partenariat social et vous parliez de la task force employabilité que Mme Fischer porte. Les syndicats ont quitté la table de la task force employabilité, considérant que finalement ce n'était pas le lieu d'une transition sociale, écologique, environnementale. Et je dois dire que cette vision des choses m'interpelle très lourdement, parce que
Si on compte sur les putatifs 1000 emplois qui seraient créés avec l'initiative 181 pour résoudre la transition énergétique, on peut d'ores et déjà dire qu'on ne souhaite pas la transition énergétique et environnementale, ou alors par un gros collapse qui ne m'a pas l'air d'être la solution. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je termine par quelque chose d'un peu provocateur et puis je me réjouis de débattre parce que les entreprises, elles ont la capacité, elles voient cette opportunité comme une chance gigantesque et elles sont prêtes à participer à l'assainissement énergétique des bâtiments. Merci beaucoup. Alors effectivement, vous apportez de l'eau au moulin de nos discussions et c'est parfait. Je vais tout de suite vous passer la parole, Umberto Bandiera. Sur la question d'opérer la transition à Genève en protégeant les employés. Alors vous dites, Monsieur Ruffner, qu'ils sont très bien payés dans la construction. On le sait quand même régulièrement parce qu'on en parle notamment dans le courrier que sur certains chantiers, ce n'est pas toujours le cas. Protéger les employés et les locataires, est-ce que c'est possible et comment? Umberto Bandiera, donc vous êtes secrétaire syndical dans les métiers de la construction et membre des Verts. Vous m'entendez? Oui, ok. Donc, grand merci pour l'invitation et ouvert à la section Ville de Genève pour cet important débat. Je crois que c'est la seule occasion de débattre pendant cette campagne électorale de rénovation énergétique des bâtiments. Et honneur au Vert d'avoir choisi donc, cette thématique avec ce panel de discussion. C'est une grande opportunité, évidemment, pour toute la société dans son ensemble. On a tout à l'heure entendu les possibilités que le monde des entreprises a déjà mises en place d'un point de vue technique. On se pose maintenant la question de l'impact social et économique que ce programme de politique publique va avoir. Et évidemment, il y a 12 éléments qui sont particulièrement proches au monde que je représente depuis des années ici à Genève, le monde du travail, le monde aussi des locataires, particulièrement dans une ville, dans un territoire comme le canton de Genève, sous pression depuis des décennies. Alors j'aimerais, pour justement alimenter ce débat et pour répondre aussi aux piqûres de provocation, et j'adore de M. Ruffner depuis déjà des années, il y a 3 éléments sur lesquels j'aimerais quand même mettre l'accent sur la spécificité de Genève, qui est encore une fois un laboratoire national pour ce genre de politique. Il faut le rappeler, malheureusement les autres cantons sont encore à la traîne en termes d'investissement et de choix politiques. Alors ces 3 éléments, brièvement, sont 1, les conditions cadres qu'offre Genève, le partenariat social qui est évoqué par M. Ruffner, c'est effectivement en réalité dans le monde de la construction, c'est quelque chose de très présent, très solide, beaucoup plus que dans d'autres secteurs économiques. Le deuxième élément, c'est comment protéger les travailleurs, les employés du secteur. Et le troisième élément, quelle protection offrir aux locataires qui seront en même temps les premiers bénéficiaires, mais possiblement aussi le premier objet de contre-coup que la politique de rénovation, d'assainissement énergétique aura. Alors très brièvement, sur le partenariat social, Genève offre un cadre de réglementation dans le secteur privé à travers 3 conventions collectives des 3 branches principales intéressées, le gros œuvre, le second œuvre, donc le métier de l'artisanat, mais plus spécifiquement la métallurgie du bâtiment, comme elle est définie, c'est-à-dire tous ces métiers qui sont effectivement totalement impactés par le programme de rénovation et aujourd'hui au niveau public, mais aussi pour les investisseurs privés qu'on espère suivront aussi l'exemple de l'État. 3 conventions collectives qui, comme était dit, offrent déjà des conditions cadres en termes de conditions de travail, mais qui ont besoin après d'être contrôlées, surveillées et appliquées sur le terrain. Et c'est là où on a vu que ces dernières années, il y a eu malgré tout, malgré tous les efforts, mais quand même une énorme concurrence déloyale de la part de certaines entreprises, des structures de marché qui font que très énorme le gain à assurer pour lesquels des pratiques totalement déloyales et même illégales au bord du pénal, on a eu plusieurs cas, qui ont donc impliqué, et ça c'est un autre exemple à garder en tête dans les conditions cadres, des grandes villes de notre canton, comme la ville de Genève et la ville de Vernier, ont déjà par le passé été à l'origine d'accords tripartites concernant par exemple la responsabilité solidaire, c'est-à-dire comment on garantit sous les marchés publics des chantiers exemplaires.
On a déjà fait l'expérience avec les associations patronales aussi. Ça a bien marché, on peut toujours faire mieux, évidemment, mais je pense que ça reste un modèle à garder en tête qui Genève offre et que pour les programmes de rénovation devra absolument être pris en compte. Maintenant, comment on protège les emplois, les travailleurs qui sont déjà en activité et les locataires? Pour l'emploi, on a des questions qui restent ouvertes dans le marché. Alors, malgré les bonnes conditions qu'offrent les conventions collectives, il faut prendre en compte qu'il y a une énorme précarité qui s'est installée, notamment avec le recours au travail temporaire. Autre bonne nouvelle très récente, au niveau juridique, l'État de Genève a eu raison sur une demande qui venait de longues négociations, M. Ruffner se souvient depuis 2014-2015, sur la limitation du travail temporaire. Eh bien, à Genève, c'est possible sur les marchés publics, limiter à 20% le recours au travail temporaire. Ce sont de très bonnes nouvelles, parce que tous les chantiers que l'État, et je l'espère aussi les maîtres d'œuvre privés lanceront, pourront faire recours à ces limitations. Sur le marché privé, on sait que c'est un peu plus délicat légalement, mais ça reste un excellent exemple sur les marchés publics. Donc la limitation de la précarité à travers l'exercice de ces clauses, le recours aux travailleurs seniors, c'est une autre caractéristique du marché du travail de la construction. Beaucoup de personnes over 50 perdent l'emploi pour différentes raisons, notamment parce que parfois ça coûte très cher en termes de cotisation sociale, mais pas que. Alors, il y a la possibilité, à travers une filière de la formation adaptée, de reconvertir beaucoup de ces personnes qui sont déjà actives dans la construction dans les métiers spécifiques liés à la rénovation, à l'assainissement énergétique. Il y a après aussi le besoin, peut-être l'exemple du collègue belge nous le dira, aussi de relancer des nouvelles types de contratation collective où effectivement, sous l'exemple de ce qui se fait par exemple en Wallonie, on peut prévoir en amont des clauses environnementales et sociales sur les circuits courts, sur où aller trouver les matières premières, sur la taille des lots, qui souvent sont la mauvaise réponse à la présence de grandes entreprises qui sous-traitent, tout ce qu'on a connu par exemple à l'époque du SEVA. Troisième élément, le dernier, comment on peut protéger les locataires, qui, quand même, à Genève, constituent une énorme partie du marché de l'immobilier, sont un acteur incontournable et qui sont déjà victimes. C'est un peu le quotidien. Heureusement, grâce aussi à la presse, on a des informations de plus en plus scandaleuses. On a vu aussi une condamnation très récente sur des pratiques plutôt frauduleuses de certains spéculateurs de ce marché. Donc, comment on protège les locataires? On l'a vu, la loi sur le CO2 était rejetée en Suisse, et parmi les raisons, c'était surtout le coût que cette transition avait au niveau social. Alors, on a des moyens. Il y a déjà un débat qui est lancé d'ailleurs au niveau cantonal. Peut-être Antonio pourra compléter une initiative, la 186, je vais de mémoire, lancée par une association que je représente en partie dans le Rassemblement pour une politique sociale du logement, où les Verts et les syndicats sont aussi membres. Et concrètement, on dit quoi? Il faut activer deux leviers pour aller aussi dans la protection des locataires. D'un côté, des motivations raisonnables pour les propriétaires, l'État, mais aussi le propriétaire privé. Les caisses de pension sont grands acteurs aussi, où le patron et syndical peuvent absolument jouer un rôle. Et de l'autre côté aussi des moyens financiers pour éviter que, comme le prévoit la loi, la baisse prévisible des charges, comme elle est dite, soit répercutée sur les loyers. Alors très souvent, on voit les locataires comme des bénéficiaires de l'assainissement énergétique. Techniquement, c'est vrai. Mais ce qu'on doit aussi prendre en compte à Genève, c'est que déjà, il y a un coût qui n'est pas forcément connu par les autorités, de loyers qui sont au-delà de ce qui est théoriquement annoncé et qui implique un énorme coût pour les ménages genevois. Une statistique qui a été amenée parlait très récemment de 40% du revenu d'une famille qui gagne entre 4 et 6 000 francs par mois, qui est totalement dédié au logement. Donc c'est énorme, et c'est clair qu'une augmentation des loyers pourrait avoir un contre-coup social qu'il faut absolument prévenir. Dans ce sens, le débat lancé par l'initiative de l'ASLOCA est le bienvenu. Le Conseil d'État, je sais, s'est déjà positionné. Donc je pense que la nouvelle législature qui va s'ouvrir devra absolument reprendre ce débat, avec, je l'espère, la contribution de tous les acteurs sociaux, les partenaires sociaux impliqués. Je m'arrête là, je pense que le débat va continuer tout à l'heure sur ces thématiques. Merci en tout cas. Ah si, voilà. Est-ce que nous avons Brahim Ilami en ligne par hasard? Maintenant? Oui, formidable. Ah, bonsoir monsieur, vous êtes secrétaire de la Fédération Générale du Travail de Belgique.
La rénovation énergétique constitue-t-elle une opportunité pour les employés de la construction? Vous allez nous parler de votre expérience positive, je crois, en Belgique, avec un accent sur les conditions de travail. Très bien. On attend ou on suit? Non, d'accord. Alors, je me tourne vers vous, Gilles Garazi. Vous êtes le directeur de la transition énergétique des SIG, les services industriels de Genève. Quel est le rôle des SIG pour la mise en œuvre technique de la transition? Quelles sont les solutions existantes et quelle est la stratégie des SIG pour accompagner également la hausse de consommation d'électricité qui s'annonce? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je remercie beaucoup, en tout cas, Nicolas Ruffner d'avoir accepté cette invitation parce que moi, on m'a dit tu vas faire un débat contre Antonio et Fabienne. Je dis bon, ça va être saignant. Hein. Bon, donc merci. Et puis en plus, c'est vous qui avez ouvert les feux, donc bravo. Hein. Mais j'aimerais quand même revenir sur une chose que vous avez dite. À un moment, vous avez dit l'économie privée n'a pas attendu l'État pour se lancer dans la transition énergétique. Alors, oui et non. Les taux de rénovation qu'on observe à Genève n'en témoignent pas. Ça, c'est un peu facile, mais c'est la première chose. Et puis, plus proche du terrain et de nos activités, dans le cadre du programme ECO 21 de SIG, ça fait maintenant 12 ans, un peu plus même, qu'on forme des professionnels. On a commencé par les installateurs électriciens, puis les chauffagistes, les ventilistes, des gens des régies aussi, voilà, un certain nombre de professionnels. Il y a eu au début une bonne réponse de ce public-là à notre proposition. Puis après, on s'est rendu compte que c'était quand même un petit peu les pionniers. Hein, donc il y a toujours dans une population quelques pionniers qui de toute façon bougeraient parce que c'est des gens qui sont ouverts à l'innovation, qui regardent vers l'avenir, etc. Il y a une frange à l'autre bout qui bougera jamais parce que c'est des vieux cons et ceux-là, on ne pourra rien faire. Et puis au milieu, il y a toute une masse de gens qu'on peut mobiliser moyennant un effort plus ou moins grand suivant les personnes ou les entreprises. Une fois qu'on a épuisé quelque part la frange des pionniers, les suivants, ils sont difficiles à aller chercher. Et on voit énormément de conservatisme dans les modèles économiques des PME. Alors je suis moins dans le gros œuvre, hein, dans le monde de la construction, je connais moins ce milieu-là, mais par contre, chez les prestataires de seconde œuvre, là franchement, il y a une inertie qui est vraiment très très grande. Et moi, des fois, je deviens fou parce que moi, je viens du privé à la base et je me dis, mais avec les opportunités qu'il y a, tout le monde parle de ça. Il y a du pognon, tout le monde veut faire du solaire. Maintenant, la loi et les règlements l'exigent. Donc, il y a un boulevard. Mais je me dis, mais des fois, si je n'étais pas SIG, mais je saurais vraiment ce que je ferais. Quoi, hein. Je monterais une boîte, soit dans la géothermie, soit dans les pompes à chaleur, soit dans le solaire, soit les trois. Et puis je suis sûr que j'aurais du succès. Et je ne comprends pas cette espèce de frilosité. Alors, il y a une question de génération, bien sûr. Les patrons de PME qui ont 55 ans aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas envie de se réinventer à 5 ou 10 ans de mettre le clignotant à droite. Je peux comprendre. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas une nouvelle génération d'entrepreneurs, des gens, des trentenaires, etc., qui voient ça puis qui viennent, quoi. Et franchement, aujourd'hui, on les attend et on les attend à bras ouverts, M. Ruffner, vraiment. Alors, je vais partir sur 2-3 considérations assez globales, mais je vais laisser vite dessus pour pas que vous pensiez que je vous ai emmené trop loin et que je suis carrément perché. Juste un tout petit point sur le terme d'urgence climatique qui s'est imposé. Moi, à titre personnel, j'ai été assez opposé, mais il s'est imposé de non-tact, et tant mieux. Il a l'avantage de mobiliser les gens. Mais il indique quand même il donne un faux message à la population. Parce qu'une urgence, dans notre inconscient collectif, une urgence, c'est ça. Ça, c'est une urgence. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il y a un enfant qui traverse devant vos roues, que ce soit à vélo ou en voiture, vous plantez les freins, c'est une urgence. Enfin, une fois que le gamin il est de nouveau sur le trottoir, vous continuez votre route. C'est-à-dire qu'une urgence, c'est un peu comme le Covid, c'est un peu comme une guerre,
ça a un début et une fin dans notre tête. Et à la fin, on recommence comme avant. On a tous été d'accord à un moment donné de se dire, OK, on ne va pas aller au ciné, on ne va pas aller au resto parce qu'il y a le Covid, mais on avait tous dans la tête que c'était provisoire. Or, les changements comportementaux, les changements de modèle économique, les changements de société dans lesquels on doit s'engager, dans lesquels on doit amener la population dans le cadre de la crise climatique ou du changement climatique, c'est un aller simple, ce n'est pas un aller-retour. Et pour avoir un aller simple, et pour que les gens adhèrent et acceptent un aller simple, ça demande un niveau de changement culturel, de prise de conscience, d'appropriation quelque part qui est vachement plus grand. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. Parlons d'urgence climatique parce que ça a l'avantage de mobiliser les gens, mais n'oublions jamais d'ajouter ça. On a besoin que les gens ils s'engagent sur la durée, pas seulement sur une période très très courte. Là, je passe sur cet exemple-là. On a aussi énormément d'éco-anxiété qui est en train de se développer un petit peu partout, avec des fois des conséquences grammatiques. On a jusqu'à des suicides. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut mobiliser les gens, il faut leur dire ce qui se passe, etc. Il ne faut pas mettre les gens dans une sorte de désespoir, parce que ce désespoir, il est démobilisateur, très fortement démobilisateur. Et puis, on a aussi énormément de professionnels qui sont dans la transition énergétique et qui font des burn-out parce qu'ils sont quelque part pris en deux feux entre une injonction à avoir fini la transition énergétique avant-hier parce qu'il y a l'urgence, puis que sinon on va tous crever, et puis de l'autre côté, la conscience qu'ils ont, vu qu'ils ont les mains dans le cambouis, que ça va prendre du temps. Et entre ces deux consciences-là, c'est un peu comme si les deux hémisphères du cerveau, à un moment donné, buguaient. Et on a un certain nombre de gens qui sont vraiment en souffrance par rapport à ça. Donc on a pour effet d'avoir un grand public qui est largement désorienté. On voit ressurgir aussi avec cette désorientation et puis la multiplication des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut y trouver, c'est-à-dire on y trouve ce qu'on y cherche, hein. Mais plus on cherche quelque chose et puis plus on nous propose que ça avec les algorithmes de nos amis des GAFA. Et puis donc on voit ressurgir des trucs qu'on croyait enterrés comme le platisme et comme plein d'autres trucs. Et il y a franchement de plus en plus de gens aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate et que ça a une opinion comme une autre, on a le droit de la défendre, etc. Alors bon, c'est marrant pour ce qui est de la Terre est plate, mais quand les gens ils commencent à parler de théorie de l'évolution qui pose des hiérarchies entre les races, déjà qui pose le concept de race, c'est déjà un petit peu moins sympa. Et on est supposé aussi traiter ces opinions comme les autres, parce que tout le monde a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut. Et il faut faire gaffe avec ça. On a aussi, je parlais d'espoir et de désespoir, des vues complètement idéalisées du passé. Les années 60, dans la tête de plein de gens, c'est ça, c'est les Beatles, c'est les décapotables américaines avec la musique à fond, et puis c'est une image super positive. Regardez cette ménagère comme elle est heureuse d'avoir reçu son nouveau four. J'aurais pu la mettre devant un fer à repasser, elle aurait été autant heureuse. Et on a vraiment cette image-là complètement idéalisée des années 60. Les années 60, hop. Et à l'inverse, on a une image d'aujourd'hui hyper noire, où c'est la crise climatique, la crise de la biodiversité, des inégalités qui se creusent, l'Ukraine, et on parle que de ça. Alors tout ça, c'est vrai, hein. Il y a une crise climatique, il y a une crise de la biodiversité, il y a une extinction de masse, il y a tout ça, je ne le dis absolument pas, sinon je ferai un autre métier. Mais on voit que ça. Alors nous, enfin quand je dis nous, je regarde un peu dans la salle, on a, pour la majorité d'entre nous, vécu d'autres époques. On a vécu les années 80, on a vécu les années 90. Donc on a une certaine distance par rapport à ça. Mais nos gamins, ils ont que ça, ils ont grandi là-dedans, dans ce désespoir. Et on a des gamins aujourd'hui qui sont ados, qui commencent leur vie, qui découvrent la vie active, qui découvrent l'amour, qui découvrent plein de trucs. Et ils le découvrent dans ce contexte de noirceur totale. Et il faut faire vachement gaffe avec ça. Parce que les gens qui sont désespérés, ils ne font rien. Je ne sais pas si vous avez eu autour de vous des gens qui sont en dépression. Les gens en dépression, ils sont prostrés, ils ne font plus rien. Et donc, si on veut que les gens bougent, aillent de l'avant, créent des entreprises qui rendent la transition énergétique, fassent des choses, s'engagent dans leur quartier, dans leur famille, partout, avec leurs amis, pour aller dans le bon sens, il faut aussi qu'il y ait une petite lueur d'espoir, quoi. Et les années 60, c'était aussi ça. C'était aussi l'assassinat de Kennedy, des deux Kennedy, de Luther King. C'était aussi la guerre au Vietnam, la guerre en Algérie. Les femmes n'avaient pas le droit de vote.
Et puis on avait peur en permanence d'avoir une bombe nucléaire qui allait nous tomber sur le coin de la gueule. C'était aussi ça les années 60. La crise des missiles à Cuba, la construction du mur de Berlin et j'en passe. Donc c'était pas une période si géniale que ça. Mais c'est l'image qu'on en a. Et donc il faut faire vachement gaffe à ces biais cognitifs qu'on est en train de se mettre à nous-mêmes et de la vision qu'on porte sur le monde et qu'on transmet, parce que non seulement elle est fausse, mais surtout elle ne va pas dans le sens de l'action qu'on veut promouvoir. Je reviens à des choses un petit peu plus concrètes. Désolé d'avoir été aussi haut, mais j'avais envie de vous dire ça quand même. Ça, c'est le bilan actuel du programme ECO21. Donc ECO21, depuis sa création, grâce à Cédric d'ailleurs, en 2007-2008, a généré 252 gigawattheures par an d'économie. Ça veut dire qu'on consommait à peu près 3000 à l'époque et qu'aujourd'hui, on consomme 2700 gigawattheures par année. Donc c'est vraiment une consommation qui a été effacée de la courbe de charge du compteur. Donc c'est vraiment des kilowattheures qu'il n'y a plus. Alors après, oula, ça... Ouais, merci. Ouais, voilà, dès que Cédric est là, on ne peut plus rien faire, c'est terrible. Non, mais alors, évidemment, il y a une partie de ces économies d'électricité qui vont certainement être reprises pour faire rouler des voitures électriques, pour utiliser des pompes à chaleur à la place de fossiles, parce qu'évidemment, l'urgence, c'est de sortir du fossile le plus vite possible. Mais n'empêche qu'on a maintenant, au lieu de mettre en œuvre de nouveaux moyens d'énergie renouvelable, ou pire, des moyens pas renouvelables, pour alimenter ça, on peut les alimenter quelque part en reprenant des économies qu'on a fait, c'est quand même vachement mieux. D'ailleurs, ce qui nous avait été dit à un certain moment donné quand on développait des moyens de production à SIG, les Verts notamment nous disaient commencez par économiser de l'énergie, puis après on verra. On l'a fait. Voilà. Je passe là-dessus. Non, je passe pas là-dessus en fait. Pour vous expliquer que ECO21 est actif dans tous les domaines d'activité. Donc le but, c'est de toucher tous les segments, à la fois les particuliers, les entreprises, les grandes, les petites, les communes, différents secteurs d'activité, avec un focus évidemment sur d'une part les économies d'électricité, d'autre part les économies de chaleur. On n'est pas actif dans la mobilité, mais par contre dans le chauffage, oui. L'année dernière, on a eu la saison historique où on a consommé, en 2022, on a consommé le moins de chaleur historiquement. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est parce qu'il a fait trop chaud, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on a été très bon. Dans le domaine de la rénovation et de l'isolation des bâtiments, il y a une étude qui a été faite, Compare-Rénov', parce qu'il y a une chose qui avait été relevée par plusieurs thèses de doctorat de l'Université de Genève, c'est que les économies d'énergie promises quelque part par la rénovation étaient rarement atteintes, avec des gros deltas. En gros, on s'attendait à économiser les 2/3 de la chaleur du bâtiment, puis à la fin, c'était qu'1 tiers, quoi. Alors, c'était toujours mieux qu'avant. Mais par contre, il y avait quand même un problème à ce niveau-là parce que on n'arrivait pas, et notamment se posait un problème par rapport à la baisse prévisible des charges qui, elle, était calculée sur le projet. Donc effectivement, ça posait... Alors, on a fait effectivement cette étude, on a trouvé des facteurs qui expliquent ces écarts. Il y a les conditions qui sont théoriques, réelles, qui diffèrent. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses. Il y a aussi le comportement des usagers, mais pas seulement. Et voilà. Donc on a maintenant un certain nombre de pistes pour aller améliorer la qualité des rénovations. Et la qualité, là on ne parle pas de la quantité, là pour l'instant on parle de la qualité des rénovations. Et on accompagne, ECO21 se propose d'accompagner les rénovations au moyen d'une prestation qui s'appelle l'AMO Énergie, l'assistant à maîtrise d'ouvrage énergie, qui quelque part donne un avis d'expert gratuitement sur un certain nombre de choses qui sont faites de manière à, en amont, vraiment se mettre sur les bons rails pour arriver à obtenir les économies d'énergie qu'on souhaite. Il y a aussi des choses plus structurelles qui ont été relevées, comme un manque de continuité sur le suivi énergétique du projet, c'est-à-dire qu'en gros, une fois et ça c'est une constante, c'est pas seulement dans la rénovation de bâtiments, une fois que le projet est fait, les ingénieurs ils sortent du projet, ils vont s'occuper d'autre chose, et il n'y a plus personne qui suit ce qui a été fait. Or,
que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation, un bâtiment Minergie où on doit jouer sur la ventilation, le double flux, la vitesse du double flux, etc., ça se règle en général pendant 3 ou 4 ans. Une fois que le truc est créé, ça se rôde, ça se règle, on fait des essais, on mesure, on revient. Voilà. Des fois pendant 1, 2, 3, 4 saisons de chauffe jusqu'à ce que ça tourne correctement. Il y a des super exemples. Moi, j'ai la chance de vivre dans un immeuble, ça a marché du premier coup, mais c'est rarissime. Donc, et ça, personne ne le prévoit dans les budgets, et donc ça ne se fait pas. Et puis, le dernier point, c'est que quand les performances qui étaient prévues à la base ne sont pas atteintes, personne n'en est responsable. Et ça, c'est aussi un problème. Parce que quelque part, le propriétaire de l'immeuble, lui, il a quand même payé une rénovation sur la base d'un projet. On lui a dit, ton immeuble, il consomme 500, demain, il consommera 150. Quand au final, l'immeuble, il ne consomme pas 150, mais 250, il n'y a plus personne, quelque part. Alors, le propriétaire, souvent, lui-même, il bâche, parce qu'en définitive, c'est le locataire qui paye, donc c'est pas si grave que ça pour lui. Et puis sa rénovation ne lui a pas coûté plus cher que prévu. Par contre, il a fait un vachement moins bon projet. Et puis c'est la faute à personne et personne ne donne suite. Là, je vais passer là-dessus et je vais essayer d'accélérer. Hop. Oui, peut-être on va poursuivre. Ou bien vous voulez encore Je vais juste... Voilà. évoquer un dernier point. Un dernier point, mes conclusions. Donc, quelque part, ce que je voulais dire avec mon introduction, c'est que pour avoir envie de faire des choses pour la transition énergétique, pour la lutte contre les changements climatiques, il faut déjà avoir envie de collectif. Il faut déjà avoir envie de faire quelque chose pour la collectivité, parce qu'à titre individuel, que je consomme ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Et ça, on en est tous conscients. Donc, il faut déjà qu'on arrive à remettre et à soutenir et à parler de ça, parce que je pense que c'est important. Il faut de l'espoir, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Et puis, il y a besoin de cette combinaison de deux choses. D'une part, des économies d'énergie et du renouvelable. Et puis d'autre part, une combinaison assez bonne et assez astucieuse. Et à Genève, franchement, je trouve qu'elle est pas mal entre le privé et le public. Comme je disais tout à l'heure, on attend le privé vraiment à bras ouverts, puis qu'il vienne avec son dynamisme, ses idées, son innovation et tout, on attend que ça. Et qu'il puisse s'asseoir, s'appuyer sur un secteur public, que ce soit l'État ou SIG, qui est quand même bien là, qui amène, qui structure et puis qui est aligné aussi dans ses objectifs, c'est quand même un gros plus. Voilà, et je termine là, désolé si j'ai été trop long. Merci Monsieur Garazi pour cette présentation. Je crois que nous avons maintenant Monsieur Brahim Ilami en ligne. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir monsieur. Donc je disais, vous êtes secrétaire de la Fédération Générale du Travail de Belgique et vous allez évoquer avec nous votre expérience dans le cadre de la rénovation énergétique en Belgique. Oui, merci pour votre invitation. En effet, on m'a demandé de... J'ai un retour, je ne sais pas si j'entends... Nous, on vous entend en tout cas. Ok, parfait. Simplement vous dire que effectivement au niveau belge, en matière de rénovation, on a créé ce qu'on appelle un projet Renovat a pour but d'ailleurs de diminuer la consommation énergétique dans les bâtiments publics. Et ce projet, d'ailleurs en collaboration avec le Fonds européen, s'est développé d'une manière à ce qu'il puisse rendre accessible, en tout cas pour les bourgmestres et pour les communes qui ont des petites structures, la possibilité de pouvoir répondre à certaines exigences en matière de rénovation énergétique. Alors, l'importance ici, c'était d'aider, d'amener une aide assez spécifique pour notamment les petites communes qui n'ont pas les moyens de mettre, en tout cas de payer des services d'études, etc. Et Allô ? On vous suit. Ah pardon, excusez-moi, je vous entends. Et donc, clairement, il y a une participation ou un échange
comme je l'entends d'ailleurs chez vous, entre les partenaires sociaux pour pouvoir justement amener une réflexion. Et cette réflexion sur l'apport ou la mise en place d'un guichet unique qui permet une aide donc assez substantielle pour les communes, pour sélectionner d'abord et désigner les bâtiments qui nécessiteraient donc une rénovation énergétique, le regroupement au niveau des achats des produits, mais aussi un accompagnement vraiment technique et donc un apport en termes d'accompagnement pour ces communes. Maintenant, nous, en tant que syndicat, évidemment, on est vraiment très intéressés par rapport à cette approche. Et le bâti belge, comme pour toute l'Europe, représente pratiquement 80% de bâtiments, de bâtis qui doivent être rénovés et qui a aujourd'hui vraiment des pertes au niveau énergétique. Alors, comme je le disais, il y a des conditions évidemment qu'on essaye de mettre en place en négociation, en discussion avec le gouvernement. C'est notamment de favoriser l'emploi, comme je l'ai entendu aussi chez vous, favoriser un emploi local, bien évidemment. Cet emploi, pour nous, local, est très important parce que nous voulons absolument que les marchés publics, et donc les marchés qui sont subsidiés par l'argent des citoyens, ne soient pas évidemment utilisés pour un dumping social, en tout cas pour favoriser le dumping social. D'une part. D'autre part, on a conclu avec le gouvernement donc un arrêté, en tout cas le gouvernement a adressé un arrêté qui limite dans les marchés publics, notamment la sous-traitance en cascade, limitée à 2 niveaux. Pourquoi? Parce que nous savons que le dumping social trouve ses ressources, en tout cas sa faille, dans les couches de sous-traitance en cascade. Et on a retrouvé des scandales ici en Belgique où des personnes étaient exploitées qui touchaient pratiquement de 3 ou 4 euros de l'heure, ce qui était évidemment inacceptable pour nous. En même temps, on veut aussi favoriser du social. Ça veut dire qu'on a des personnes et des travailleurs qui sont loin de l'emploi, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de qualification. Mais là, par rapport à nos accords, on veut aussi permettre à ces travailleurs de pouvoir suivre des formations. Vous le savez que dans ce domaine-là, on a quand même besoin de formation et former aussi des travailleurs qualifiés. Et à ce niveau-là, on a un accord, effectivement, pour qu'il y ait une priorité avec des conditions qui sont bien définies en termes de formation, mais en termes aussi de conditions sociales qui seront très importantes dans les marchés publics qui sont à mettre pour le marché public. Il y a un objectif aussi important, c'est améliorer aussi les conditions de vie de personnes précaires. Vous savez que les logements sociaux, etc., on a quand même des personnes qui ont des revenus un peu, qui sont défavorisés, et qui n'ont pas toujours les moyens pour faire face à des dépenses énergétiques aussi importantes. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec la crise du pétrole, etc. Donc, clairement, cette collaboration et la mise en place de cette structure permet de quelque part amener à la fois une réponse pour les communes et surtout les petites structures qui n'ont pas tout à fait les moyens de pouvoir pour pouvoir pallier notamment à l'accompagnement, mais aussi un double pour nous qui est très important, c'est aussi sur l'aspect social pour pouvoir justement amener donc une réponse à des personnes qui sont précarisées, qui sont loin aujourd'hui d'avoir un logement décent. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention et ce témoignage. N'hésitez pas plus tard au moment de la discussion à réintervenir. Je pense qu'on me fera signe le cas échéant. Antonio Hodgers, vous êtes au Conseil d'État depuis 10 ans, à la tête du département du territoire, donc en charge de cette transition énergétique, de cette rénovation énergétique.
qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre durant cette dernière législature et puis quels sont les points qui vous semblent importants pour les 5 prochaines années, les points saillants? On a beaucoup parlé des crédits pour la rénovation. Puis j'ai un peu envie de demander, mais finalement, par où est-ce que vous allez commencer? Effectivement, quand on essaie, quand on doit manger un éléphant, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, bouchée par bouchée. Et il n'y a pas d'autre moyen, pour rebondir sur ce que disait Gilles, que d'attaquer cet énorme défi qui est de faire que notre société atteigne la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'elle n'émette pas plus de CO2 qu'est-ce qu'elle peut elle-même en absorber, dans une perspective, on va dire, d'une génération, quoi, l'équilibre c'est autour de 2050. Alors, on ne part pas de zéro, hein. On a à Genève certains retards, on le disait, sur le taux de rénovation énergétique. On a d'autres aspects. On a un outil extrêmement fort qui est d'avoir une société des services industriels publics, qui est donc totalement liée à l'État et qui est alignée sur les objectifs écologiques, socio-économiques de l'État. Je dis parce que ce n'est pas le cas dans l'essentiel de la Suisse. Et des fois, il y a des débats où l'entreprise veut faire de l'argent alors que, à court terme, on va dire, alors que ce n'est pas toujours la bonne vision. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années et surtout cette dernière législature? C'est que nous sommes rentrés dans un moment qui est totalement inédit dans l'histoire genevoise de la politique que j'appelle régalienne de l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'énergie et des économies d'énergie qui est un nice to have, c'est-à-dire qu'on les fait si on veut bien, et puis l'État met un peu d'argent, donc il y a un peu un sucre à la fin. Il y a aussi maintenant des obligations énergétiques. D'ailleurs, de manière assez émouvante, j'ai fait prêter serment pour la première fois de notre histoire de la République. J'ai fait prêter serment dans la salle du Conseil d'État à des inspecteurs de l'énergie. Ils devaient prêter serment, pourquoi? Parce qu'ils mettent des amendes, comme des policiers en fait. Et d'ailleurs, c'est des policiers de l'énergie, à vrai dire. Et ils le font, et maintenant on a toute une série d'amendes qui tournent là-dessus sur les infractions énergétiques. Mais plus largement, le nouveau règlement de l'énergie qui est rentré en vigueur en septembre passé, après discussion, 2 ans, recours, bref, c'est la Suisse, hein, c'est long la démocratie, mais là, il est en force, eh bien, crée des obligations énergétiques aux propriétaires de bâtiments. Alors, j'ai quelques chiffres. Déjà, en termes d'émissions de CO2, le bâti, c'est 50% des émissions du canton. C'est le plus gros poste, en fait. C'est plus que la mobilité, c'est plus que l'aéroport, c'est plus que manger de la viande, tout. C'est le premier poste. Et 90% de ce chauffage est lié aux fossiles. Donc on voit que c'est le gros morceau, en fait. C'est le plus gros morceau qu'on peut faire. Et cette compétence cantonale, parce que souvent la consommation, même l'aéroport, on sait que c'est de compétence nationale ou internationale et on peine à avoir prise. Mais là, ça dépend pour l'essentiel de nous. Je ne dis pas qu'on y reviendra sur le droit du bail, notamment, il y a quand même des choses. Et là-dessus, on a à rénover 28 500 maisons, 15 200 immeubles. Donc, vous voyez, il y a 2 fois moins d'immeubles que de maisons à Genève. 2 800 bâtiments administratifs et 2 000 commerces et industries. Les villas, alors, on a fixé, et ça c'est la grande nouveauté, un seuil auquel tous les propriétaires ont l'obligation de respecter, c'est-à-dire d'être en dessous de ce seuil. Ce seuil, c'est l'indice de dépense de chaleur qui se calcule en mégajoules par mètre carré, donc c'est assez facile à calculer avec votre facture SIG, les comptes, vous savez la surface de votre maison, vous savez ce que vous consommez, vous avez votre IDC, et donc tout le monde doit arriver à être en dessous de 450. Aujourd'hui, les décès moyens des villas, c'est le pire, c'est 590. Donc là, l'essentiel des villas, la grande majorité des villas ne respectent pas le nouveau seuil. En termes d'immeubles, c'est 450. Donc on est sur la moitié, on est juste sur la moyenne, mais ça veut dire qu'il y a, à vrai dire, c'est une petite majorité d'immeubles qui ne respectent pas. Ensuite, sur les bâtiments publics et les commerces, on est en dessous parce qu'il y a beaucoup moins d'eau chaude sanitaire. Donc il faut être clair, hein, on ne prend pas sa douche ou peu, on va dire, etc. Et là, dans l'administration, c'est 430, donc globalement, on y est déjà. C'est une moyenne, hein, ça ne veut pas dire que tous les bâtiments publics le sont
dans le 450. Mais en moyenne, on est en dessous. Et le privé, c'est plus élevé, c'est 410 mégajoules par mètre carré par an. Donc, on voit que le public est en meilleur état écologique que le privé. Je le dis parce que souvent, on répète l'inverse. Je ne dis pas qu'on doit mieux faire, on doit mieux faire dans le public, mais globalement, on est globalement un peu mieux sur les moyennes. Donc, la rénovation, elle est là. C'est un des gros enjeux. Et après, pour ne pas prendre trop long et pour laisser place au débat, moi, j'aimerais dire que souvent, on pose l'écologie comme une contrainte, voire comme une menace, comme une angoisse, comme quelque chose finalement qu'on doit faire pour notre survie, mais qui fait qu'on va le faire en serrant les dents, puis ça va être un mauvais moment. Moi, je pense qu'à l'inverse, si on s'y prend bien, eh bien, tant d'un point de vue économique, de notre développement, de notre prospérité, que d'un point de vue social, c'est-à-dire de la capacité à créer de l'emploi et à créer de la prospérité sociale, pas juste de l'emploi pour l'emploi, cette transition écologique est une aubaine. Si on s'y prend bien, quand on sera à la neutralité carbone, on sera mieux, plus heureux et plus performant qu'aujourd'hui, en fait. Il faut faire ce voyage qui est un aller simple, comme le disait Gilles, avec l'envie, c'est-à-dire avec le cœur, avec les tripes, avec le courage et surtout l'envie de se dire mais ça, c'est un beau voyage. Déjà, c'est un voyage super intéressant. Et deuxièmement, l'arrivée, le monde d'arrivée sera nettement meilleur. Et là-dessus, pour réatterrir sur les questions de rénovation énergétique des bâtiments, Nicolas a bien fait de souligner que le milliard, c'est impressionnant, mais en fait, c'est juste la base pour rénover nos bâtiments à l'État. Hein. Le privé va mettre plusieurs milliards, en fait, pour le parc privé. Et là-dessus, il y a tout encore les collectivités publiques et puis le monde de l'industrie. Ben, cet argent, et c'est là où on doit faire un pacte écologique social, un contrat écologique social, on doit faire en sorte que cet argent que l'on met sur la table pour ces rénovations ruisselle le plus possible dans notre escarcelle, dans notre économie locale, dans nos entreprises, dans nos emplois. Et pour organiser cela, nous devons, puisque nous sommes malgré tout dans une économie libérale et concurrentielle, et pour l'État faite d'appels d'offres, eh bien, nous devons organiser cette traversée de manière la plus régulière possible. Et j'en finirai par là pour atterrir sur l'aspect économique et social, c'est que le Conseil d'État a mis en place une plateforme avec les milieux de la construction. Les syndicats sont aussi conviés. Il y a les milieux immobiliers, les régies, la FMB, etc. Pour qu'on ait une métavision des chantiers à venir, ces 5, 10, 20 prochaines années, et qu'on évite des phénomènes un peu SEVA où tout d'un coup, il y a une explosion d'un appel d'offres, les entreprises locales n'arrivent pas à suivre, ça attire des grosses entreprises qui ensuite sous-traitent dans des conditions inacceptables. Et l'entrepreneur local, eh bien, s'il a une visibilité, moi j'étais entrepreneur avant d'être conseiller d'État, l'enjeu c'est la visibilité en fait du chiffre d'affaires, ne serait-ce qu'à 6 mois, qu'à 1 an, 2 ans, pour savoir si on va engager des gens. Et ce qui se passe, alors il y a des filous comme partout dans la construction, c'est une minorité, mais il y en a. Mais ce qui se passe pour des entreprises, des entrepreneurs normaux, ben, ils ont une équipe, puis ils disent, bon ok, si je remporte cet appel d'offres, mais après j'ai plus, eh bien ça va être compliqué si j'engage des permanents, donc je fais appel à des temporaires. Et donc, si on veut éviter cette logique de temporaire, il faut que nous, au niveau des collectivités publiques, et aussi avec le privé, c'est-à-dire les grandes régies, etc., on arrive à dire, eh bien, on va augmenter la voilure parce qu'on va aller plus vite sur les taux de rénovation, mais on va le faire à vitesse relativement constante, c'est-à-dire on va essayer d'éviter les stop and go, en fait, et d'essayer de lisser les chantiers sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour que les entreprises locales et que l'entrepreneuriat se disent, mais là, eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise de 20 personnes, je vais monter à 30, à 40, à 50, ou je suis un jeune entrepreneur, je sors de l'EPIA, etc. Je me mets à faire ça et je sais que j'ai un volume d'affaires qui vient. Et donc, là-dessus, on peut faire vraiment de cette transition écologique, notamment sur la question des bâtiments, parce que c'est une économie qui, forcément, est locale. Les bâtiments sont là. C'est pas qu'on achète un iPhone de l'autre côté, puis après on nous livre. On est vraiment sur l'aspect industriel et le local, l'économie circulaire. Eh bien, on peut en faire vraiment un pacte pour l'emploi aussi, qui est à mon sens le corollaire de cette transition écologique. Merci Antonio Hodgers. Je me tourne maintenant. Bonsoir Fabienne Fischer. Bonsoir. Je tourne ma feuille aussi. Vous êtes à la tête du département de l'économie et de l'emploi depuis 2 ans. Vous avez fait de la transition écologique un cheval de bataille en octroyant notamment des moyens financiers aux entreprises et en soutenant
des projets du réseau d'économie sociale et solidaire. L'enjeu est de taille. On sait notamment que la Suisse ne forme pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire face aux défis actuels. Comment résoudre ce problème ? Bonsoir tout le monde. D'abord, je vous prie d'excuser mon retard. J'étais retenue à un autre événement officiel. Grâce à une personne dans la salle, j'ai été informée à peu près en direct des échanges que vous aviez de manière résumée, bien sûr, mais j'ai pu en prendre connaissance. L'enjeu de la formation, c'est un des enjeux majeurs qui vient dans le sillage de ces objectifs de rénovation des bâtiments, mais c'est évidemment de loin pas le seul. Par contre, c'est un enjeu qui va être déterminant pour réussir ou pas les objectifs et les objectifs ambitieux que nous nous sommes donnés pour Genève. Ces objectifs, c'est évidemment ceux du plan climat cantonal, c'est moins 60% d'émissions de CO2 en 2030, neutralité carbone en 2050, et puis en sachant ce qu'Antonio vient de rappeler, que les émissions liées au bâti représentent 50%. Mais au-delà encore de ces objectifs strictement énergétiques, on doit se fixer aussi des objectifs ambitieux en matière environnementale de manière plus large. Je pense évidemment aux objectifs fixés en matière de biodiversité par la conférence de Montréal il y a quelques mois, mais aussi à tous les enjeux de l'économie circulaire, c'est-à-dire à faire en sorte que cette activité économique autour de l'assainissement du bâti se fasse aussi avec, non seulement avec moins d'énergie au final, mais aussi avec moins de matière, moins de déchets, et qu'on ait une conception finalement de ces assainissements qui tiennent compte de tous ces éléments. Quand on sait qu'il y a rupture d'approvisionnement régulièrement sur toute une série de matériaux actuellement, ça fait partie des incertitudes avec lesquelles doit vivre le monde économique, c'est un défi d'y arriver. Et là encore, la question de savoir d'où vont venir les matériaux, quels matériaux on va mettre en œuvre pour réaliser ces assainissements, eh bien c'est un grand enjeu. Je pense par exemple, mais aucune piste ne sera en soi une panacée, ne résoudra toutes les questions. Et évidemment, il faudra travailler avec toutes. Mais on sait qu'à Genève, par exemple, se développe une filière bois qui est intéressante parce qu'elle travaille justement sur l'ensemble de la filière. Et je pense qu'il faudra aussi se poser un certain nombre d'objectifs en matière d'utilisation de matériaux locaux et renouvelables. Je crois qu'on doit agir sur les leviers parce que on doit dépasser le temps, et c'était normal au début où on essayait, on faisait des projets pilotes où on était content, on se satisfaisait d'une réalisation, et là on doit vraiment passer à une approche à grande échelle. Et donc, effectivement, si on veut que cette activité à grande échelle trouve son public parmi nos entreprises locales, crée de l'emploi local, c'est-à-dire aussi non délocalisable, eh bien, il faut maintenant tout de suite réfléchir à la manière dont on va le faire. Quand j'ai présenté la semaine dernière le projet de loi du milliard pour l'assainissement des bâtiments publics devant le Grand Conseil, la principale réaction qu'il y a eu du point de vue des députés, c'était de dire « mais engagez-vous, Conseil d'État, pour que les lots de travaux soient des lots qui soient réalisables par nos entreprises locales ». Et ça, c'est l'affaire des bouchées de l'éléphant qu'Antonio évoquait. La manière dont on va faire ces lots, finalement, ça va être la taille des bouchées. Et si on veut que ce soit nos entreprises qui puissent le faire, nos entreprises qui embauchent, nos entreprises qui forment et qui réalisent, eh bien, il faut que ces lots soient taillés d'une certaine manière pour qu'on puisse arriver à attribuer les marchés à ces entreprises-là. Alors j'en viens finalement, après toutes ces disons, réflexions liminaires, à la question de la formation. La formation qui doit être mise en œuvre, c'est beaucoup de métiers différents.
Dans le bâtiment, je crois que ça se caractérise quand même par des métiers qui vont de celui d'architecte, qui va concevoir, en passant par le maçon, mais aussi par l'électricien, par le ferblantier, par l'étancheur, qui sont souvent des métiers techniques, qui demandent des formations, qui sont aujourd'hui aussi souvent des formations de 3 ou 4 ans pour la plupart d'entre elles dans les métiers du bâtiment. Et il va falloir qu'on augmente non seulement le nombre de candidats, mais si vous voulez avoir plus d'apprentis, il faut avoir plus de formateurs, et c'est aussi des longues formations que d'avoir des formateurs. Il faut former les orientateurs, c'est-à-dire ceux qui vont orienter les jeunes. Je me pose souvent la question, j'ai été prof pendant un certain nombre d'années, j'ai un de mes enfants qui est prof maintenant. À l'époque où j'enseignais, j'avais jamais passé par une entreprise. J'avais été collégienne, étudiante, et j'étais retournée au collège. Comment voulez-vous que je donne envie à des jeunes d'aller faire un apprentissage dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la construction, alors que je n'en connaissais strictement rien? Après, j'ai fait 15 ans à la tête 15 ans dans une entreprise, dans une étude d'avocat, puis comme chef d'entreprise aussi. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître le tissu économique genevois autrement. Mais nos orientateurs, on doit vraiment réussir à leur donner des portes d'entrée sur le monde économique pour qu'ils arrivent à savoir ce qu'on leur demande de présenter aux jeunes. Et puis, il y a la formation des moins jeunes. Toute une série de personnes qui doivent pouvoir avoir accès à de la formation continue, avoir accès à des reconversions, mais des reconversions qui doivent être adaptées à une expérience professionnelle, à une expérience de vie, tirer vraiment ce qu'on appelle les compétences transversales pour limiter la formation aux besoins strictement nécessaires pour répondre aux besoins d'une entreprise. Et puis dans tout ce processus, je crois qu'il y a aussi une attention particulière à porter, en particulier dans le monde du bâtiment, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est aux personnes qui atteignent un certain âge, qui sont peut-être moins performantes sur le chantier, mais qui par contre ont une expérience immense et qu'on doit aussi peut-être former à la transmission de cette expérience aux jeunes qui vont arriver assez nombreux. Et finalement, il y a tout ce travail d'encadrement au niveau des jeunes, mais aussi d'accompagnement des chantiers qui sera nécessaire dans les entreprises. Il ne faut pas sous-estimer que pour une petite entreprise de 5, 10, 20 personnes, changer d'échelle et devenir une entreprise de 50 personnes, c'est un saut énorme. Et ça aussi, je pense qu'il faudra qu'on puisse réfléchir à la manière d'accompagner, parce que bien non seulement c'est prendre des risques, mais c'est aussi changer de culture d'entreprise, changer de manière de travailler, changer de locaux, changer d'espace. Et tout ça, c'est des défis à chaque fois pour une entreprise. Tout ça pour dire que réaliser ces assainissements dans les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, ça va changer énormément de choses, non seulement dans la vie des entreprises, mais dans notre manière d'aborder un certain nombre de questions, et qu'il faut aussi accepter, malgré les rapports du GIEC qui se suivent et qui font monter, et à juste titre, le sentiment d'urgence, qui nous rendent très, très impatients que tout se réalise, eh bien, on ne va pas pouvoir réaliser tout à la fois. Il va falloir accepter que les projets soient le meilleur possible, mais qu'ils ne résolvent pas tout d'un coup. Changer en profondeur, c'est aussi souvent générer des tiraillements. On va devoir aller dans un certain nombre de tiraillements. On va devoir accepter que même si nos ambitions de faire 100% impeccable sont là, eh bien, on n'arrivera peut-être pas à tout réaliser d'un coup, mais qu'il va falloir se donner un peu de temps pour... disons un peu de temps, il ne faut pas traîner non plus, hein. On a l'horizon 2030, mais qu'il faut accepter que les choses se fassent consécutivement et qu'on n'arrive pas forcément à tout réaliser en même temps. Merci Madame Fischer, merci à tous. Je pense que l'heure est venue de poser des questions dans le public, donc je vous en prie, levez la main, un micro va circuler. Voilà, je vois déjà une main qui se lève. Très bien. Bonsoir, merci beaucoup pour le débat, les présentations. J'avais une question
qui m'est venue un peu en fin de présentation à vous écouter sur la question des métiers du bâtiment et dont on parle d'une manière finalement 100% masculine, hein, quand on énumère tous les différents jobs qui y correspondent. Et ma question qui s'adresse entre autres à Fabienne, mais pas que, c'est qu'on a un 50% de la population en Suisse qui se sent du coup probablement pas très concernée par ces formations. Et quelles seraient les pistes possibles pour remédier à ça? Parce que les femmes sont sportives d'élite autant que les hommes, donc pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas elles aussi accès à ces métiers du bâtiment? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner envie et puis pour le rendre aussi faisable et agréable? Je vais peut-être juste dire un mot, puis après je pense que Nicolas, tu pourras compléter un peu. D'abord, évidemment, il y a des idées reçues, mais je crois que dans les idées reçues, il y a aussi le fait qu'il n'y aurait pas de femmes dans les métiers de la construction. Je crois qu'il y en a plus qu'on croit, et de plus en plus. Donc le chemin est en train de s'ouvrir. Je pense que voilà, c'est des métiers qui sont exigeants, pas que pour les femmes d'ailleurs, mais c'est des métiers en extérieur, c'est des métiers sur des chantiers, c'est des métiers qui sont physiquement exigeants, mais de plus en plus de jeunes filles et de jeunes hommes souhaitent aussi arriver assez vite à une expérience professionnelle. Et je crois que là, il y a aussi peut-être un changement qui s'opère dans la possibilité de commencer des études qui soient des études de type CFC ou de formation en entreprise grâce aux possibilités de développement. On peut faire un CFC, travailler quelques années et puis ensuite dire je vais faire une Matu Pro ou je vais faire un bachelor dans une autre école. Et tout ça permet... Il faut que l'État le facilite par des possibilités concrètes, par des formations courtes, ramassées, etc. Mais je crois que la possibilité de se former au long de la vie et d'évoluer dans sa profession est un élément qui est pour moi important pour diversifier le public cible. Rien de spécifique pour essayer d'attirer les jeunes femmes. Monsieur Ruffner. Alors, s'agissant des chiffres, je n'en ai pas, mais effectivement, il n'y a quasi pas de femmes qui travaillent dans les métiers du bâtiment, malheureusement. On essaye d'attirer des jeunes femmes, comme des jeunes hommes d'ailleurs, puisque 90% de la main-d'œuvre est étrangère, donc vraiment avoir plus de jeunes qui se forment dans ces métiers chez nous. Et on attend pour ceci qu'un certain nombre de mentalités évoluent. Alors, elles doivent évoluer dans les entreprises, ça c'est absolument indéniable. Elles doivent aussi évoluer au niveau du corps enseignant et chez les parents. Et s'agissant du corps enseignant, c'était un peu la question que je voulais poser. On est en campagne électorale, donc autant provoquer, d'autant plus que la personne responsable n'est pas là. Mais c'est quand même une responsabilité du Conseil d'État de constater qu'il a fallu quasi 10 ans pour réussir à rajouter dans la grille scolaire une demi-heure supplémentaire d'information, d'orientation scolaire et professionnelle. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a une évolution gigantesque à faire. C'est ce que Fabienne Fischer disait tout à l'heure. L'expérience professionnelle est essentielle. Et moi, j'en veux pas aux enseignants. Ils ont connu que la voie gymnasiale et la voie universitaire. Ils reproduisent ce qu'ils ont connu. Et dans le bâtiment, on n'a connu que des hommes sur les chantiers et on reproduit ce qu'on a connu. Et peut-être qu'il faudrait changer certaines choses par rapport à ça. Et c'est un effort intellectuel, de mentalité qu'on doit tous accomplir et qu'on a encore de la peine à faire. Mais évidemment que les femmes sont accueillies. Il y a même des entreprises qui ont développé, alors est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais qui ont développé des équipes exclusivement féminines en se disant que pour les femmes, c'était plus facile dans un monde assez dur qu'est le chantier d'être entre elles. Il se trouve que j'ai une fille qui a travaillé dans le bâtiment et qui a notamment fait 2 semaines un été, qui a été le premier jour dans cette structure purement féminine, puis qui après s'est retrouvée avec des hommes et était très à l'aise et ça allait très bien. Donc la place, elle existe, mais il faut qu'on se fasse à l'idée que les femmes peuvent travailler dans les métiers du bâtiment. Oui. Ouais, alors moi je peux témoigner pour SIG. Donc nous on est 1600 collaborateurs, 19% de femmes, et donc c'est ridiculement bas. Et c'est pire que ça, parce qu'en fait, dans les SIG, c'est à peu près 50-50 entre des métiers de bureau et des métiers de terrain. Et il y a des secteurs comme la com, le marketing, tous les métiers administratifs, etc., où il y a une large majorité de femmes. Donc ça veut dire que quelque part, qui composent ces 19%. Donc ça veut dire qu'en gros, sur les métiers de terrain, il y a plein de secteurs où c'est zéro. Et là, on s'est mis, il y a 2 ans maintenant, vraiment des objectifs chiffrés où la direction générale, on s'est engagé, a dit l'année prochaine, on veut monter à 22%, à 25%, à 28%.
Et donc, dans toutes les postulations, on a fait tout ce qu'on pouvait pour favoriser les femmes partout. Mais on fait, dans certains postes à pourvoir, on n'a aucune candidature féminine. Il n'y en a pas. Donc, ni suisse ni étrangère. Hein. Il n'y en a pas, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a certainement des changements de mentalité à faire dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'État, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un chemin à faire du point de vue sociétal. Il faut que des femmes aillent dans ces formations aussi. On ne pourra pas engager des femmes électriciennes s'il n'y a pas de femmes électriciennes, quoi. Donc, pour prendre que cet exemple. Donc, et c'est un vrai problème. Je finis par là. J'observe quand je vais, alors peut-être pas au niveau des ouvriers, mais disons au niveau des ingénieurs en énergie, etc. J'observe quand même que quand je me balade dans des congrès, notamment en France et en Allemagne, mais surtout en France, il y a vachement plus de femmes qu'en Suisse. Je pense que là, ils ont réussi à attirer quand même en France plus de femmes que nous dans des métiers techniques. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que c'est leur système avec des bacs techniques et tout qui favorise peut-être ça? Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, une question super importante, un peu la féminisation des métiers du bâtiment. Je parle au pluriel parce qu'il y a plusieurs métiers dans la construction. C'est vrai, si on imagine le maçon dans le gros œuvre, un peu le stéréotype classique, on a de la peine, mais il y a le ferrailleur qui vient des balcons, etc. Tous ces stéréotypes, malheureusement, constituent, c'est vrai, le gros de la main-d'œuvre actuelle si on reste à Genève. Mais c'est aussi vrai qu'il y a une variété aujourd'hui dans ces métiers qui est peu connue. La transition, on le disait tout à l'heure, permet à des métiers plutôt de l'artisanat, donc ou des spécialisations plus précises qui ne nécessitent pas forcément un énorme effort physique, mais plutôt des connaissances plus techniques, sont tout à fait là. La question est changer, était bien dit, la culture d'entreprise déjà en amont, la filière de la formation et aussi permettre des conditions de travail plus favorables aux femmes. On le disait en ouverture, les conventions collectives existent heureusement dans les métiers de la construction, presque dans tous les métiers, mais c'est vrai, ce sont encore des conditions de travail très axées sur un vieux style de père de famille, travailleur mâle, etc. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'assurance maternité, on reste sous le minimum légal. Donc, je pense qu'il y a tout un effort culturel qu'il faut faire. Les syndicats jouent ce rôle quand c'est possible avec le patronat, et quand ce n'est pas possible, le 14 juin, il y aura une belle occasion pour rappeler qu'aussi dans le bâtiment, il y a besoin de donner un peu de couleur à ces métiers. Merci. Alors, j'ai vu deux mains qui se levaient, madame, et puis monsieur. Et ensuite, monsieur. On va prendre plusieurs questions, si vous voulez bien. Je vous remercie pour vos interventions. J'avais une question très précise, d'abord pour le groupe des Verts et aussi pour M. Ruffner. Est-ce que tout bâtiment est rénovable? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où il faudrait raser et recommencer, quoi? Je vais prendre plusieurs questions. Oui, monsieur, derrière. Merci beaucoup. Alors, je vais rebondir sur la thématique des femmes dans le bâtiment. Je suis syndicaliste et j'ai travaillé pas mal d'années sur le canton de Vaud et j'ai fait pas mal de chantiers. Il y a un peu plus de femmes. Et c'était intéressant, notamment dans la peinture. Et effectivement, on doit changer aussi, je pense, les entreprises doivent changer un peu de, comme disait M. Bandiera, pardon, le vieux dogme du père de famille. Il y a beaucoup de femmes, en fait, quand elles n'ont pas d'enfants, ça va très bien de travailler 40 heures à temps plein. Et quand elles ont un enfant, elles veulent se consacrer, évidemment, à leur progéniture. Et il n'y a malheureusement très peu, aucune possibilité de temps partiel dans le bâtiment. Alors, je peux bien comprendre que c'est compliqué pour les entreprises, mais la problématique, en fait, voilà, c'est malheureusement, ces femmes changent de métier, sont contraintes, je dirais, de changer de métier. Elles aiment leur métier, mais il n'est plus en adéquation avec leur nouvelle vie. Donc ça, c'est un gros problème et je pense que c'est un défi parce que j'ai rencontré pas mal de femmes qui aimaient leur métier, qui ont dû malheureusement, elles ont fait le choix familial et elles doivent quitter le métier. Donc ça, c'est aussi important. Donc je pense qu'on doit aussi avoir une vision stratégique à long terme sur la diminution du temps de travail. D'ailleurs, je profite de faire un peu de pub. Demain, nous organisons un débat sur la semaine de 4 jours à la Maison des associations. Je pense que c'est une thématique qui est importante et qui est en lien avec ce qu'on discute aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va prendre encore une question. Oui, une main qui se levait là. Voilà, on m'entend. Bonsoir.
Moi, je suis un angoissé du climat. J'ai peu d'espoir, je suis désolé. Et par rapport au bâtiment, j'ai une question à monsieur Ruffner, mais aussi au Conseil d'État. Pas seulement vous, mais les 5 conseils d'État, vous avez fait un plan climat cantonal qui, dans 6 ans, nous prévoit 60% de moins de production de CO2. Donc, si on a 50% de CO2 émis par les bâtiments, ça veut dire 50% des bâtiments rénovés dans 6 ans. Est-ce que, monsieur Ruffner, vous pensez que vous avez la main-d'œuvre pour faire ça, ou les moyens pour faire ça, ou est-ce que vous avez des suggestions à proposer au Conseil d'État ou à émettre à tout le monde pour qu'on arrive à faire ça? Parce que si on doit faire une formation de 4 ans pour travailler dans le bâtiment, il ne nous reste plus que 2 ans pour faire 50% des bâtiments à rénover, s'il n'y a pas assez de monde maintenant. Ou alors importer de la main-d'œuvre étrangère, ce qui n'est pas forcément l'idéal maintenant, je pense. Donc, merci. Voilà. Bien, alors je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'exprimer sur cette question du réalisme du plan climat cantonal. Est-ce qu'il peut être mis en œuvre et à quel rythme? Monsieur Ruffner et puis ensuite Antonio Gers. Alors, rapidement sur les 3 questions. La première, effectivement, on peut tout rénover, on peut tout faire dans le bâtiment, tout est possible, mais je suis d'accord avec vous, bien souvent, il faudrait démolir, reconstruire, ce ne serait pas forcément une mauvaise opportunité. S'agissant des femmes dans la construction, Monsieur Chaperon, j'entends votre proposition de changement d'organisation du temps de travail. J'imagine que c'est par déficit d'organisation du temps de travail que dans le monde syndical, il n'y a pratiquement pas de femmes. L'essentiel des réunions que l'on a généralement moitié femmes, moitié hommes du côté patronal et puis 90% d'hommes du côté syndical. Donc je m'amuse quand même de cette situation. Dernière chose par rapport à ce que vous dites, oui, la capacité, elle existe. Bien sûr qu'elle est là. Le problème, ce que les entreprises craignent le plus, c'est les goulets d'étranglement. Et aujourd'hui, on fait face à des goulets d'étranglement systématiques parce que quand enfin vous avez décidé de rénover un bâtiment, que vous avez trouvé les entreprises, que vous avez trouvé les matériaux, on vient vous expliquer que finalement, il faudrait faire une étude pour le bruit parce que la pompe à chaleur que vous voulez installer va peut-être faire du bruit. On vient vous dire après qu'il y a quand même une question patrimoniale. Alors même si l'immeuble ne vaut pas grand-chose, vu que c'est le même que celui d'à côté, c'est un ensemble blondin, donc on va protéger ceci, donc finalement c'est plus important. Et on en revient exactement à ce qu'on rencontre sur les chantiers en matière de contrôle des conditions de travail. Jusqu'à la loi qui vient d'être votée, on ne pouvait pas arrêter un chantier parce que sur le chantier, on fouettait des ouvriers. Par contre, on pouvait arrêter le chantier parce qu'il y avait un problème de pollution d'eau. Et en matière climatique, en matière d'assainissement, c'est exactement pareil. L'urgence est telle qu'il faudrait faire très vite et faire beaucoup. Et puis dans les faits, il y a des éléments patrimoniaux anecdotiques qui priment, notamment parmi d'autres éléments, et qui rendent les choses affreusement compliquées, affreusement difficiles. Quelques mots. Bon, le parc patrimonial, c'est moins de 10% des bâtiments. Je veux bien que ça complique un peu, mais il faut aussi remettre la proportion à sa juste place. Donc, cher Antoine, on a en 2022 1000 bâtiments qui dépassent les 800 mégajoules. Cela, c'est tout de suite. D'ailleurs, ils ont commencé à se prendre les amendes. Ça, c'est les pires, c'est les grosses passoires énergétiques. Parce que juste dans l'éléphant là qu'on mange, on va commencer par les morceaux. La métaphore s'arrête là. On va commencer par les morceaux. Qui sont entre guillemets les pires, ou c'est-à-dire dont le gain énergétique va être le plus important. Aujourd'hui, ces immeubles-là, j'ai environ 2% du parc immobilier qui est au-delà de 800 mégajoules. Vous voyez, c'est le double du seuil. Cela, c'est tout de suite en fait. Ensuite, pour 27. On est jusqu'à 650 et ensuite sur 31, on est jusqu'à 550 en taux de rénovation. Parce que, je n'ai pas précisé, mais entre 450 et 550, des réglages sans travaux lourds vous permettent de redescendre. L'optimisation qu'évoquait Gilles, qui n'est pas faite, qu'on a fait là pendant la guerre en fait. Là on a dit maintenant, là tout de suite, là c'était une situation d'urgence, tout le monde, on a fait une formation avec les régies, ça a super bien marché, tout le monde vous serait mieux, on a économisé 15 ou 20% tout de suite en fait. Donc, ce bout-là, il ne nécessite pas des gros travaux. Maintenant, pour ton optimisme, j'aimerais quand même dire qu'entre aujourd'hui et 1990, quand on a commencé à calculer les taux d'émissions de CO2, par Genevois, on a diminué déjà de 30% nos émissions de CO2. De 30%. Et au niveau de l'échelle européenne, c'est moins 20% par Européen. Donc, on a déjà fait le virage. Il faut aller plus loin et plus vite, en fait. Là, on doit accélérer. Hein. On ne peut pas juste continuer comme ces 30 dernières années. Mais en fait, le virage est déjà fait.
Et globalement, on est largement engagé là-dedans. Il faut qu'on massifie un peu ces éléments-là. Et ce qui est intéressant derrière ce 30%, c'est qu'on a diminué sur les grands comptes. C'est les grandes entreprises qui ont beaucoup baissé ces dernières années, plus que les particuliers. Là, avec ces rénovations des immeubles, c'est les particuliers qui vont permettre de le faire aussi. On a aussi baissé ou stabilisé du moins en matière de mobilité, mine de rien, malgré tout. Même si c'est le compte le plus difficile à évaluer, parce qu'avec le tourisme, à la pompe et tout, on maîtrise assez peu les émissions essence pures, mais quand même. Même en termes de consommation, par Suisse, ça a légèrement baissé ces 30 dernières années. Et le seul poste à Genève qui a explosé, qui nous péjore en fait, mais qui malgré ça, on fait moins 30%, c'est le low cost, c'est l'aviation. Parce que ces 30 dernières années, ça a été l'explosion du low cost. Et là, on a vraiment péjoré nos niveaux d'émissions de CO2. Même avec ça, on est à moins 30%. Donc juste pour dire, l'éléphant, on a déjà commencé à le bouffer. On va continuer. Et on arrivera jusqu'où on arrivera. Si c'est pas 2030, 2035, c'est pas grave. À l'échelle de l'humanité, c'est pas ça qui fait la différence. Mais par contre, il faut y aller vraiment avec envie, avec force pour atteindre ces niveaux-là. Oui, j'aimerais juste insister sur l'effet de levier. Sur les bâtiments publics, par exemple, tu as mentionné 1 millier de bâtiments à peu près. Selon les chiffres que j'ai en tête, avec moins de 300 bâtiments, 290 je crois, en les assainissant, on réalise 95% de l'effort d'économie d'énergie. Donc en choisissant l'ordre dans lequel on fait les choses, c'est pas simplement linéaire non plus. Il y a déjà un bout qui est fait, et puis si on cible correctement par quoi on commence et qu'on choisit les effets de levier, on peut arriver quand même à des résultats qui soient pas au calendrier grec. Gilles Garazi, vous souhaitiez réagir aussi? Oui, sur deux choses. La première, est-ce que vous savez combien d'énergie on arrive à économiser simplement en réglant correctement une chaudière fossile? Donc on prend la même chaudière, l'alimenter avec du mazout ou du gaz, mais on la règle correctement. On arrive en moyenne, parce que là on en a fait maintenant 700 à peu près, hein, et ça continue, là c'est le truc qui explose le plus vite. En moyenne on arrive à économiser 17%. Donc c'est 0 francs d'investissement, juste un gars qui vient avec un tournevis puis qui règle. Alors là-dessus, je me tourne aussi vers M. Ruffner. On a développé cette prestation-là de réglage des chaudières existantes, évidemment en attendant de pouvoir passer du renouvelable, mais au moins pendant cette période-là, vu qu'on ne va pas tout faire passer au renouvelable d'un coup, mais au moins on a des chaudières qui consomment le moins possible. Ce truc-là, c'est fait avec des chauffagistes de la place qu'on a formés, etc., à faire leur métier. Tous ces immeubles-là qui consommaient jusque-là 17% de plus, ils avaient tous, parce qu'à Genève, c'est quasiment tous les bâtiments en ont, des contrats d'entretien avec un chauffagiste de la place qui venait supposément une fois ou plusieurs fois par an remplir une fiche qui était dans la chaufferie, puis dire oui, je suis passé. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait, il passait un coup de balai ou bien il n'était pas compétent. Donc là, maintenant qu'on paye cette prestation en plus, on a les chauffagistes qu'on paye en plus pour faire le boulot que les régies les payaient déjà pour faire. Et puis en faisant ça, ils arrivaient à faire 17% d'économie. Donc ça, c'est un exemple tout bête, effectivement. Ça ne nous fait pas passer au renouvelable, ça ne rénove pas l'immeuble, c'est pas vertueux. Hein, on aimerait d'abord isoler un immeuble, après l'alimenter en renouvelable, puis si vraiment il n'y a pas d'autre solution, faire ça. Mais comme une solution en provisoire, en attendant, c'est quand même vachement bien. Donc là, c'est effectivement ce que tu disais. En réglant un peu, on a déjà fait vachement baisser le truc. Mais voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même dans le chauffage à peu près 40% de la demande de chaleur à l'horizon 2030 qui doit être adressée par des réseaux thermiques qui seront à ce moment-là à 80% renouvelables. Donc c'est essentiellement la chaleur des Cheneviers, la chaleur qu'on va aller chercher à la station d'épuration d'Aïr, plus de la géothermie, plus un incinérateur à bois déchet. Hein. C'est pas du bois, c'est du bois qui doit partir dans un incinérateur. C'est du bois de chantier, des choses comme ça, des déchets de meubles. Donc on a quand même 40% de la consommation genevoise qui sera adressée à 80% de renouvelables par ces réseaux. Plus quand même le développement de la pompe à chaleur qui est en train de monter, quoi, qui monte lentement chez nous, mais qui monte très très vite ailleurs. Donc il y a quand même des sources d'espoir aussi pour toi et pour tous les autres.
Mais voilà, la rénovation, c'est clair que c'est ce qu'on doit faire parce que c'est la solution durable. Mais après, on a aussi des solutions pour alimenter en renouvelable, des choses où peut-être qu'on leur donnera trop de renouvelables dans un premier temps parce qu'ils ne seront pas encore isolés. Je crois que nous avons d'autres questions, oui. Oui, on arrive gentiment au bout, mais on va enchaîner avec les... Je crois que Laurence aussi avait une question. Moi, j'avais une question très spécifique par rapport à ce qu'on appelle les appels intercantonaux de marché public, les fameux AIMP, et quelle marge de manœuvre. Et je vais m'adresser à Monsieur Ilamy parce que donc moi, je suis conseiller municipal en ville de Genève, et on en a parlé dans le cadre des achats de la centrale d'achat. Et des juristes nous ont dit qu'en effet, l'Union européenne en fait, a fait évoluer sa législation et a intégré des critères qui sont sociaux et environnementaux dans ce type d'appel d'offres. Je voulais savoir de votre côté si vous aviez une expérience vis-à-vis de ça, et puis après qu'on puisse rebondir avec les acteurs et les actrices dans la salle pour savoir ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Parce que finalement, les AIMP, c'est le premier levier, c'est l'accès au crédit public. En ce qui nous concerne, on n'a pas, semble-t-il, en tout cas à vérifier de manière assez profonde, eu de problèmes assez d'ordre, en tout cas au niveau européen. On a essayé de mettre en place des critères donc environnementaux et sociaux qui, c'est vrai que dans certaines limites, quand ils ne sont pas bien écrits, pourraient être mis en cause. Mais jusqu'à présent, on n'a pas connaissance d'une mise en cause des critères qu'on est en train de mettre en place, notamment quand on met les critères sociaux et l'utilisation des matériaux produits localement. La priorité, en tout cas dans certains marchés, pour la formation des jeunes au niveau local, je pense que jusqu'à présent, et vous avez raison, il y avait toujours cette crainte d'être évidemment recalé par rapport à la législation européenne. Mais jusqu'à présent, on n'a pas, à ma connaissance, de problème de cet ordre-là. Merci, Monsieur Ilamy. Monsieur Ruffner. Oui, peut-être deux compléments. Le premier pour dire que la législation sur les marchés publics a été très profondément remaniée en Suisse assez récemment. Une loi sur les marchés publics a été adoptée pour les marchés fédéraux. Et pour les cantons, il y a un accord intercantonal, AIMP, révisé, auquel les cantons doivent adhérer. 3 cantons n'ont pas encore commencé le processus d'adhésion, dont Genève. Et ça fait des mois et des mois et des mois que les partenaires sociaux, chaque séance de commission consultative sur les marchés publics, on demande au Conseil d'État de faire le nécessaire et ça fait des mois et des mois et des mois que ça ne se fait pas. Et c'est d'une importance cardinale parce que plus il y aura de cantons qui adhéreront sur une base minimale et moins Genève aura d'arguments pour faire valoir ses spécificités en matière durable, en matière de respect des conditions du lieu de la prestation, etc. etc. Donc, faites le nécessaire, s'il vous plaît, pour lancer ce processus, pour qu'on ne soit pas le dernier, comme on était avec l'AIMP précédent, avec les conséquences que ça a eues. Monsieur Garazzi, et puis ensuite le Conseil d'État sans doute va répondre sur cette question. Oui, alors peut-être juste pour rebondir là-dessus, parce que les AIMP, j'en fais beaucoup, évidemment. Oui, il y a un certain nombre de contraintes. Oui, l'AIMP pose le principe qu'on doit attribuer au moins 10 ans, donc au moins cher. Mais oui, à charge égale, oui. Pas le nouveau, ouais, justement, pas le nouveau, t'as raison. Voilà. Ouais, mais déjà dans l'actuel. Déjà dans l'actuel, et c'est là que je voulais en venir. Il faut pas non plus que ça devienne un oreiller de paresse, l'AIMP. Il n'y a rien qui empêche dans l'AIMP de dire que le critère économique n'est pas le premier. Il n'y a rien qui empêche, et puis des fois le diable il se cache dans le détail, parce que même quand on dit que le critère prix c'est le deuxième, en fait quand on va regarder, le prix est élevé au carré, donc voilà. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de trucs qui permettent de travailler même avec l'AIMP, de remettre des critères qui soient sociaux, qui soient environnementaux, etc. Et puis de travailler avec, c'est aussi une question de volonté. Il faut travailler, des fois il faut se batailler un petit peu avec les juristes, désolé Fabienne, qui ont par essence tendance à toujours se placer du côté de la sécurité pour leur demander d'être aussi un petit peu créatifs. Madame Fischer, justement, voulait répondre par rapport au fait que M. Ruffner vous presse d'aller de l'avant. Oui, je crois qu'il faut peut-être juste rappeler une ou deux choses. La première, c'est que si cet accord a été révisé récemment, il ne va pas plus loin que ce qu'on pratiquait déjà à Genève. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément
on est un peu ambivalent entre certains éléments qui seraient effectivement des progrès et puis d'autres sur lesquels on perdrait un certain nombre de pratiques qui sont maintenant bien installées. Donc c'est juste un peu plus compliqué et pas aussi simple à dire mais vous traînez. Non, il y a autre chose derrière. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que on doit changer notre rapport à ces marchés publics sous deux angles, à mon avis. Le premier, c'est vraiment la pondération des différents critères, mais on ne va pas réussir à aller très loin là-dessus en l'état de la législation européenne notamment. Par contre, ce qu'on doit apprendre à nos acheteurs à faire, c'est de la manière dont ils formulent le cahier des charges. C'est-à-dire que ce n'est pas dans transformer la pondération qu'on va réussir à faire les plus gros progrès, mais c'est en réfléchissant dans la manière dont on demande quel résultat on demande qu'on va pouvoir introduire des éléments qui soient plus forts sur le résultat qu'on veut amener. Je prends un exemple tout bête. Si on dit, ben voilà, on veut un immeuble qui soit à X% en béton recyclé dans la région genevoise ou dans la région quel qu'on soit le nombre de kilomètres qu'on mette, eh bien forcément, ça va avoir un impact sur le résultat environnemental du projet. Donc voilà, il y a évidemment de multiples autres exemples, mais c'est vraiment ce travail au niveau de la formulation du cahier des charges qui va laisser, en tout cas ce qu'on voit actuellement, le plus de marge d'évolution sur ce qu'on peut faire malgré le cadre extrêmement contraignant et difficile des AIMP, qui pourrait mériter d'ailleurs une révision plus fondamentale. Merci. Umberto Bandiera, vous vouliez réagir également? Oui, juste un flèche sur ce qui vient d'être dit. Donc, pour une fois, depuis Bruxelles, la patrie de cette Europe ultralibérale, on a la confirmation que sur les marchés publics belges, il n'y a pas eu de rappel à l'ordre du néolibéralisme des marchés qu'il faut défendre. Donc, tout ça pour dire que parfois, on a vécu des années de dogmatisme économique où nous a été dit que tout était impossible parce que le marché devait fonctionner. On rappelait tout au début, une bonne nouvelle pour Genève, sous les marchés publics, la possibilité de limiter le travail temporaire. Quand on a abordé ce sujet presque 20 ans en arrière, on était vus comme des fous furieux, des bolcheviks, on n'avait rien compris à la vie. Aujourd'hui, c'est les tribunaux qui nous donnent raison et qui nous permet d'activer un levier de politique sociale aussi sur les marchés publics. Alors, je pense qu'il y a effectivement un besoin de créativité. Les Verts sont aussi créatifs dans ce point de vue, en innovant et apportant du progrès, pas seulement économique, mais aussi social. Et pour retourner à notre débat, je pense que les marchés publics ont un énorme impact social et économique pour l'emploi. Il y a des priorités qui sont indiquées aujourd'hui. On a sûrement une gouvernance qui aujourd'hui est beaucoup plus ouverte sur les thématiques de la transition écologique que par le passé. On a des entreprises ouvertes, des travailleurs qui sont prêts à le faire. Donc, je pense que les conditions cadres qu'on discutait tout au début sont réunies pour qu'effectivement la prochaine législature puisse être une législature, sans peur de le dire, révolutionnaire de ce point de vue, pas seulement en accélérant, mais en allant en profondeur dans la structure de l'économie qu'on veut bâtir localement. Pour faire cela, il faut sûrement aller au-delà des dogmes, et les marchés publics, longtemps, il faut aussi le rappeler, ont été un dogme utilisé pour continuer à perpétuer des modèles d'entreprise, d'économie et d'affaires publiques totalement obsolètes. Donc, je pense en guise d'espoir qu'on aura la main-d'œuvre suffisante pour faire ça, la formation à l'auteur, mais aussi les conditions cadres qui évoluent avec l'évolution de la société. Et puis comme la Gomco et la FINMA sont mortes, il faut en profiter. En tout cas, pour le moment. Merci. Alors, je ne voudrais brider personne. S'il y a encore une dernière main qui se lève, sinon je vous propose que la discussion, de toute façon, peut continuer de façon informelle autour d'un verre de l'amitié. Je remercie infiniment nos interlocuteurs et interlocutrices et vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Pour les personnes qui nous regardent en ligne, c'est un endroit bien particulier. Je vous laisse les applaudir parce que le chef Walter et son équipe font un travail extraordinaire de réintégration sociale et professionnelle, et puis ils font un travail aussi avec les sans-abri. Donc voilà, j'invite les gens qui nous regardent aujourd'hui à passer au réfectorio, à ce restaurant-là, parce qu'il y a une contribution sociale et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu-là. Un remerciement aussi aux organisateurs et aux organisatrices, toute l'équipe
derrière ce débat, donc qui sont tous des candidats au Grand Conseil, Umberto Bandiera, Ekaterina Dimitrova, Aurélien Teta, je n'oublie pas, et Philippe de Rougemont entre autres, et Charles-Antoine Cusli, voilà. Et évidemment, merci à nos participants et nos participantes. Et puis je rappelle, voilà, les élections c'est la semaine prochaine, vous avez jusqu'au jeudi midi pour voter par correspondance, jusqu'au samedi au service des élections, et puis pour les plus téméraires, eh ben, c'est dimanche au local de vote, voilà. Et donc pour les Verts et les Vertes, c'est la liste 8 au Grand Conseil et la liste 3 au Conseil d'État avec nos partenaires du Parti Socialiste. Voilà, merci à toutes et à tous, bonne soirée.